Salut Benoît, après notre première vidéo sur notre parcours personnel, tu m'as dit que tu voulais approfondir le sujet de Bootlit Service. Ouais, mais carrément, aller sur un parcours commun. Un parcours commun, je pense qu'il doit être explosif, puisque on a notre activité de convoyeur, mais à côté aussi notre expérience en tant que start-upper et développement d'entreprise. Donc, toi, comment tu as vu les choses par rapport à justement cette levée de fonds qu'on a effectuée, une levée de fonds d'1 million d'euros, et surtout, en fait, par rapport à l'explosion du chiffre d'affaires et notre explosion en fait sur l'activité qui a entraîné en fait cette levée de fonds. Gros parcours quand même, hein, sacrément changé, hein. On a commencé en 2022 ensemble sur ce parcours justement de croissance. Et là, on est passé de 2 dans le bureau à 3 quelques mois après, pour passer à 8 personnes. Et l'année d'après, justement faire cette levée de fonds avec 2 acteurs de l'automobile, hein, principalement. Alors, sur des segments de vente différents. Et ça a été un sacré parcours du combattant, trouver le réseau qui a été, on peut le citer, hein, le réseau Entreprendre, c'est plutôt toi qui as représenté à ce niveau-là. Donc tu es allé faire ton petit pitch là-bas, tu t'attendais pas vraiment à trouver quelqu'un qui pouvait être intéressé. Par la suite, on a trouvé notre deuxième investisseur par contact. Enfin voilà, c'était vraiment quelque part un parcours du combattant, de la chance, mais qui a été provoqué. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais pour moi, c'était quand même un méli-mélo, mais construit avec l'assistance d'avocats et tout ça. Enfin voilà, pour moi, c'était un ensemble de choses qui étaient assez complexes en fin de compte. Ouais, c'est vrai que j'avais une personnalité, je pense qu'il y a peut-être plus à ce moment-là, un parcours aussi qui était peut-être inspirant, parce que j'étais parti de rien, avec rien. On a réussi à lever donc 1 million d'euros, ce qui pas rien à cette époque-là. C'était notre première expérience aussi, hein, il faut le dire. Euh, et moi, par rapport à ça, j'étais peut-être pas prêt, ou on n'était peut-être pas prêt. On a appris beaucoup de choses sur le terrain, des choses inspirantes, hein, forcément. Et on a fini par y arriver, non sans embûches, c'est certain, mais il y a des gens qui nous ont fait confiance avec beaucoup de difficultés aussi, puisqu'on savait forcément pas faire un pitch. Pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, donc un pitch, quand même quelque chose qui est propre à la startup, à ceux qui veulent chercher des fonds privés essentiellement. Et c'est vrai qu'on savait pas du tout en faire un, on a dû le construire, se faire entourer de personnes compétentes, et on a mis, mais je ne sais combien de temps à le faire, quoi. Bah oui, on a mis plein de temps parce qu'on avait l'activité à faire tourner à côté. Donc on avait les convoyages à organiser, les gens à trouver pour nous aider quand on était dans cette période de croissance. Et en plus, fallait faire le pitch. Une fois qu'on avait fait le pitch, fallait aller s'entraîner à le faire. On l'a présenté à des gens qui étaient de potentiels investisseurs mais qui n'ont rien donné. C'était marrant. Les réseaux d'investisseurs classiques n'ont pas forcément fait le taf par rapport à ça, vu qu'on était dans l'automobile. Eux, ils cherchaient à l'époque un peu plus tout ce qui était vers citoyens. Enfin voilà, ils avaient ces valeurs un peu hippie, entre guillemets, qui sont tendance en ce moment sur le marché. Donc nous, secteur de l'automobile, avec une plateforme de mise en relation type un peu Uber, alors quand même complètement différent par rapport à nos valeurs, mais voilà, c'était pas quelque chose qui séduisait les investisseurs classiques. Donc on a dû s'adapter par rapport à ça, essayer de faire ça, et quand même trouver ces investisseurs de l'autre côté. Mais juste pour revenir sur la levée de fonds en tant que telle, alors pour expliquer à ceux qui nous regardent, on avait une partie donc d'investisseurs qui nous ont servi à faire des effets de levier. Et une levée de fonds, c'est souvent comme ça, c'est-à-dire qu'on a des premiers investisseurs qui vont motiver les suivants, et on va avoir une partie capital propre. Donc les investisseurs amènent leur argent pour augmenter le capital de la société, et à partir de ça, on va voir d'autres partenaires type des banques, type des institutions régionales, voire nationales. Quand je parle nationale, je parle de la BPI, c'est la Banque pour l'investissement, très connue, elle aide même les très petites entreprises, mais elle a des systèmes qui permettent justement de faire des prêts à taux avantageux, des obligations convertibles, c'est prendre potentiellement des parts si la société fonctionne bien. Enfin voilà, il y a plein de systèmes qui aident justement à faire ces effets de levier pour lever un maximum d'argent et perdre entre guillemets un minimum de parts. Voilà, et on a aussi fait naturellement appel à quelques banques. Enfin, c'était toute une aventure et un processus extrêmement long du moment où on a rencontré la première fois l'investisseur, tu pourras donner un peu plus de détails là-dessus sur la temporalité, jusqu'au moment où on a son investissement, le moment où on valide le prochain dossier qui fait
premier effet de levier et le second, enfin voilà, c'était un effet domino en fin de compte. Ouais, je pense qu'il faut prévoir à minima 6 mois à 1 an pour peut-être clôturer une levée de fonds. Comme tu l'as dit, je crois qu'il y a quand même différents acteurs qui prennent part. On ne lève pas en fait plusieurs millions d'euros ou plusieurs centaines de milliers d'euros avec une seule personne, ça il faut le savoir. Nous, on avait des banques, on avait des investisseurs privés et même des aides au niveau local qui se sont rajoutées pour arriver à ce montant-là. Et c'était compliqué parce qu'il faut tous les convaincre du projet, de tes chiffres actuels et de ta vision future. Je pense que ce qui nous a le plus surpris, c'est quand on a dû convaincre justement sur la partie écologie, où on a dû trouver des arguments forts pour pouvoir aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, surtout en France, les gens cherchent des sociétés à impact, donc des sociétés qui ont un impact justement sur le facteur écologique. Donc on a dû aussi travailler là-dessus et ça nous a aussi servi par la suite en fait, tout simplement pour aussi changer notre vision en fait du convoyage parce que nous ben, comme tout le monde le convoyage c'était transporter un véhicule d'un point A à un point B mais au fur et à mesure en fait des fonds en fait qu'on cherchait et des personnes qu'on rencontrait, notre vision du convoyage a totalement évolué. Donc oui, c'est un processus qui est long, mais c'est une très très bonne expérience en tant que chef d'entreprise et qui est totalement différente d'une gestion d'une société classique. Et aujourd'hui, enfin, ça nous sert à être là et avoir cette vision en fait beaucoup plus grande que ce qu'on peut croire par rapport au convoyage automobile. Bah oui, en plus, on s'est fait entourer, dans le sens, on avait naturellement l'avocat pour la partie légale, notamment avec les investisseurs privés. C'est là où eux, ils sont intervenus pour faire les négociations sur certains termes des contrats. Alors, on va pas aller dans le détail parce que voilà, c'est quelque chose d'assez privé quelque part. Mais on s'est aussi fait aider d'un lever qui nous a permis d'avoir une perspective, de monter le dossier correctement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est faut mettre en place une sorte de banque de données de l'entreprise et documenter certaines choses que toi, dans le quotidien, tu ne penses pas forcément à documenter. Donc l'ensemble des chiffres avec des analyses un peu plus poussées que seulement ce qui rentre et ce qui sort. Les documents légaux que tu as à date, les mettre à jour, les conserver à jour, voir les projections aussi de vente, les projections de personnel, parce que ça aussi, pendant la durée de notre levée de fonds et même par la suite, on a beaucoup fait évoluer le personnel pour justement réaliser la vision qu'on vendait quelque part, qui était ben, de la croissance avec une meilleure structure et des avantages pour les clients qu'on a plus ou moins réussi à mettre en place. Et dans ce sens-là, il faut aussi savoir pivoter et parfois vendre une nouvelle vision. C'est-à-dire, nous, on devait s'adapter sur l'écologie, mais on devait aussi s'adapter au niveau commercial, changer parfois de cible, changer parfois de positionnement marketing. Alors, toi, tu étais plus dans le marketing, tu pourras peut-être en dire plus là-dessus, mais aussi la gestion financière, voir quels outils prendre. Et c'est un combat de tous les jours parce qu'il faut gérer les dépenses. La croissance n'est pas simple dans le sens, ben, il faut choisir les endroits où tu vas donner ton argent. Si tu le donnes plus dans le personnel, plus dans les outils, et si tu as du personnel et pas les outils, ça fonctionne pas non plus. En plus, ben, faut régler les problèmes potentiellement qui se présentent au moment T, ben, quand tu as un convoyage qui se passe mal parce que tu as testé un nouveau convoyeur qui fait pas le taf correctement parce qu'il n'a pas l'habitude chez toi, parce qu'il n'a pas été formé par ailleurs, et que tu as cette urgence de l'autre côté, tu as ton échéance qui arrive pour la présentation de ton comité d'entreprise, parce que oui, une fois que tu as des investisseurs, ce qui est bon à dire à ce moment-là, c'est que tu fais un comité assez régulièrement pour bah, justement éclairer les investisseurs sur ce qui se passe, notamment dans notre cas, vu que c'était des spécialistes du secteur, ils pouvaient aussi nous donner des petits trucs et astuces et des contacts. Donc voilà, c'est un ensemble à gérer qui est vraiment pas facile, et heureusement qu'on était accompagné par rapport à ça. Ouais, c'est certain. Je pense que le lever, il a fait beaucoup son travail là-dessus. Même par rapport au pitch, quand on s'est présenté. Je crois que quand la première fois on s'est présenté, c'était une catastrophe. C'est ça. Pour la petite histoire, je crois que quand moi je m'étais présenté pour la première fois, je crois qu'il n'y a personne qui m'a suivi. Je me suis dit, mais c'est bizarre, mes chiffres ils sont bons, l'activité elle est bonne, c'est le métier de demain. Et on était en 2021, il me semble. Donc ça fait déjà quelques années. Et pourtant, à ce moment-là, personne qui me suivait. Et là, je me suis dit, OK, il faut que je me professionnalise dans la présentation.
Et le lever a fait un travail extraordinaire. Et les mêmes personnes qui nous avaient rejetés nous ont acceptés quelques années après quand on s'est représenté. Alors bien sûr, ils nous ont challengé, c'est normal, mais c'était quand même extraordinaire de se dire, ok, en fait, l'échec, elle n'est pas due forcément à l'activité où on est, elle est peut-être due aussi à la personne, et c'est là où on n'était pas prêt, en fait, tout simplement. Donc on amène aussi cette expertise qui est complètement différente et parallèle à notre activité, mais qui en soi, en fait, se complémente, en fait. Et ça, c'est extraordinaire. Au niveau juridique, c'est vrai qu'on a dû être accompagné, c'était aussi nouveau. Ça a duré extrêmement longtemps, parce qu'il faut savoir que dans ce genre de deal, souvent, c'est les petites clauses qui se discutent le plus longtemps sur ce qui va se passer après, etc., etc. Les gens qui peuvent aussi sortir, rentrer. Donc, les investisseurs, il faut savoir qu'ils ont une durée de vie, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans des deals et puis ils ressortent après. Donc tout ça, en fait, ça se discute et on l'a découvert, en fait, au fil du temps. Donc ouais, c'était une super expérience. Au final, on a réussi quand même à lever cette somme qui nous a permis, en fait, après de faire je dirais pas de la super croissance, mais une croissance quand même assez importante qui nous a propulsé quand même à 2, 3, 4 échelons au-dessus, hein. Ouais, clairement. Alors, juste pour revenir rapidement sur le pitch, c'est vrai que tu as ce phénomène, tu me l'as rappelé, c'est vrai que tu as la partie présentation et tu as la partie, entre guillemets, chiffres. Il faut que les deux collent, c'est sûr. Mais dans un premier temps, il faut que ta présentation, elle soit bonne. Parce que certains arrivent même à lever alors qu'ils n'ont encore rien fait. Donc, c'est là où tu vois l'importance de la personne qui présente, de l'histoire et de l'entrain que tu donnes dans ton pitch aussi, de la cohérence naturellement avec les projections. Nous, ce qui nous a en plus aidé, parce qu'on était vraiment des gars de terrain, on nous l'a toujours rappelé, hein, donc on n'a jamais été des présentateurs fous, on va dire, où on bougeait des foules rien qu'avec notre parole, mais on avait cette partie cohérence avec les chiffres, et ça a vraiment fait notre différence aussi sur notre secteur d'activité, je le rappelle, qui était en soi déjà pas très sexy pour les investisseurs. Mais toi, là, tu m'as évoqué la partie bah ouais, de la croissance. Bah, ici, je l'ai déjà un petit peu dit auparavant, c'est vraiment une aventure sur plein de niveaux, que ce soit commercial avec des nouveaux clients, des nouveaux processus, des nouveaux outils. Donc, nouveaux clients, on est passé de seulement des loueurs courte durée à des loueurs longue durée, à des concessions, à parfois des particuliers aussi. On a vraiment travaillé à peu près à tous les échelons par rapport à ça. On a aussi passé en termes de personnel de 2 à 3 à 8 très rapidement et ensuite à 14. Enfin, voilà, ça a évolué à plein de niveaux aussi en termes de comptabilité. Ben, une multiplicité des factures, chaque client voulait ses factures un petit peu à sa sauce, donc ça ramenait encore cette complexité à ce niveau-là. Enfin voilà, moi c'était plus le côté administratif, c'est sûr. Et bah, aussi les échanges avec les prestataires externes, notamment RH, bah, pour gérer tout ce qui est bah, fiche de paye avec ceux qui ont des parties variables, ceux qui en ont pas, les nouveaux contrats, les entrants avec les sortants, parce que tu as forcément, entre guillemets, une rotation du personnel, dans le sens où ben, on était aussi sur des postes d'entrée, donc on avait des personnes assez jeunes sur la partie logistique, entre guillemets, et organisationnelle. Donc dans ce sens-là, ben, eux, souvent, ils sont sur des périodes de transition, veulent aller autre part, voir autre chose, tout simplement. Donc il faut en retrouver un nouveau, gérer ces timings-là. Et puis pendant tout ce temps, bah, arriver à faire cette croissance où nous, on est passé de un peu moins d'1 million, tourné entre 800 et 900 000 euros, pour quasiment atteindre 2 millions l'année d'après. Et, voilà, on n'était pas loin. Et voilà, c'est exactement ce parcours-là, arriver à doubler sans potentiellement tout de suite doubler l'effectif. On a fait ça plus un petit peu par la suite. Enfin voilà, c'était sacrée aventure, quoi. Ouais, après, il faut savoir que nous, on était rentable dès le début, ce qui est quand même assez rare dans le monde de la startup. C'est pour ça aussi qu'on nous a suivis parce qu'on était des très bons exécutants. On a appris d'autres choses, on était devenus des couteaux suisses, ce qui était normal, mais on était rentable dès le début. Cette rentabilité, c'est ça aussi qui nous a propulsés par la suite et qui nous a permis de faire des millions d'euros après notre levée de fonds. C'est pas facile aussi à gérer parce que au final, comme tu as dit, on passe de 2 3 à 14. Donc il y a toute cette gestion humaine, managériale à faire. Et bien, le client aussi hein, ça double. Le nombre de personnes, le nombre de convoyages. En fait, il y a tout qui double, qui triple. Et là, il va falloir aussi l'encaisser. Et heureusement aussi qu'on était deux parce que je suis pas sûr que tout seul, j'aurais pu faire face à ça, quoi.
Donc ouais, c'est une super expérience qui m'a appris beaucoup de choses. J'aurais aussi voulu que ça se passe aussi différemment dans certains contextes, certaines autres situations, mais tu es obligé de faire face aussi à des imprévus, comme dans le convoyage hein, en soi. Hein. Dans le convoyage, tu as des imprévus et dans la levée de fonds et dans la croissance en fait, de ta société, ben, t'as aussi des imprévus et faut y faire face. Et c'est vrai que même pas quelques années avant, j'étais encore sur le terrain. Et quand on s'est rencontrés, je pense on était hyper complémentaires par rapport à ça. Et heureusement que la situation faisait que on pouvait faire face justement à tout ça. Ouais, effectivement, là, par rapport à ça, ben, quand on parle de la montée en puissance, on parlait du personnel, mais c'est aussi savoir bah, justement à qui donner quelle tâche, donc créer des postes, ensuite passer le savoir d'une manière qui n'est pas très classique, dans le sens où on n'avait pas des processus de formation comme ça pouvait être le cas dans des grandes sociétés qui ont 1 à 2 semaines avec des beaux PowerPoint et des formateurs parfois, ou qui envoient sur des exercices d'entraînement, ce genre de choses. Non, on devait faire apprendre aux gens sur le tas, c'était pas facile parce que d'un côté tu faisais l'activité, tu devais la transmettre, donc tu savais pas comment la transmettre, il fallait aussi communiquer aux clients par rapport à ça. Et ça, c'était des grosses difficultés. Et puis aussi savoir se mettre d'accord justement avec ces personnes, comment va évoluer la société pour qu'eux, ils aient une vision à laquelle se rattacher et qu'ils puissent bah, rester motivés au travers d'une période qui est assez, je vais dire chaotique. C'est peut-être grave ce que je veux dire ou trop important. Mais pourquoi je dis chaotique, c'est parce que ben, c'est à ce moment-là que tu apprends à tout faire, entre guillemets, dans la croissance. Donc, c'est-à-dire à structurer ta société, à transmettre le savoir, à améliorer aussi tes processus. C'est pas quelque chose de linéaire, c'est un petit peu flou et tu vas dans tous les sens. Donc, même en étant accompagné, tu as un pied dans chaque plat et il faut faire avec. Donc, des fois, il faut courir avant de marcher pour réapprendre à marcher par la suite. Enfin, et ça à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau de l'organisation, de la comptabilité, des humains et même du commercial, par exemple. Enfin, c'était c'était un chaos organisé et qu'il faut de plus en plus structurer avec le temps. Et ça, c'était le plus gros challenge. C'est aussi pour ça qu'on s'est fait aider par différentes personnes, que ce soit au niveau des recrutements ou en externe avec le lever ou encore avec d'autres conseillers. Heureusement, il y a des institutions qui t'aident. Par exemple, bah, nous, on était au Village by CA, on était à Semia. Donc ça, c'est vraiment des institutions qui aident les startups. Et de temps en temps, ça faisait du bien de vraiment faire un point avec ces gens-là qui s'y connaissaient dans ce domaine-là et qui suivent aussi d'autres sociétés qui ont le même parcours que nous et qui sont capables de nous mettre en relation avec d'autres start qui connaissent sur d'autres secteurs d'activité parfois exactement les mêmes problèmes en fait. Ouais, j'allais y venir. C'est vrai que nous, on était dans un cocon avec des personnes qui étaient un petit peu dans la même situation. Même s'ils étaient dans d'autres activités, la croissance faisait qu'on avait un support commun et on faisait face aux mêmes soucis. Mais ça peut basculer d'un sens comme dans l'autre très très vite. Il y a des décisions, que ce soit on va dire extérieures à notre volonté ou gérées par nous-mêmes, qui peuvent te faire passer du x2, x3 comme en fait tomber justement de l'autre côté. Donc ça, en fait, c'est une pression, une bonne pression aussi au quotidien, parce faut savoir la gérer. Mais moi, en tout cas, c'est une période que j'ai beaucoup appréciée. Après, euh, j'aurais espéré peut-être mieux faire. On peut toujours mieux faire, c'est certain, mais on apprend avec le temps. Et je trouve que Boutlin, en tout cas, a fait une super, enfin une super entrée, en tout cas, dans le convoyage automobile. On était tout petit, on est parti de rien. On a quand même monté les échelons les uns après les autres. Et des gens quand même qui étaient du secteur, voire plus, nous ont suivis. Donc c'était quand même une reconnaissance envers notre activité, une confiance envers nous-mêmes. Donc on peut quand même être fier d'être arrivé là où on en est, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi et quand tu dis bah, mieux faire les choses, c'est sûr, on peut toujours mieux faire. Maintenant, tu es aussi limité dans le sens t'as pas des fonds illimités, t'as pas du temps illimité, tu as justement un calendrier à respecter et tu as un certain budget. Donc des fois, tu te lances sur des choses et tu sais que t'es pas au niveau entre guillemets à ce moment-là, mais tu te lances quand même parce que sinon tu n'avances pas et il faut aussi savoir lâcher prise par rapport à ça et se dire ben ok ben maintenant je teste et on va voir ce qui se passe et ça peut se passer mal et des fois ça se passe mal et il faut savoir se sortir de ces situations là par la suite même si
au départ, tu savais qu'en faisant différemment, tu aurais eu plus de chances de réussir dans ce cadre-là, ben, tu dois le faire quand même parce que tu es limité en termes de temps et de moyens financiers principalement, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Euh, Aujourd'hui, en fait, je sais pas si je serais capable, en fait, de reproduire le même schéma. En tout cas, c'est sûr que je reproduirai pas les mêmes erreurs. Ça, c'est certain. C'est pas toujours facile, en fait, de toujours faire tout parfaitement, puisqu'il y a des choses qui s'imbriquent à nous, malheureusement, sans qu'on le veuille. Mais on arrive toujours à arriver à nos fins. En tout cas, on est toujours arrivé à nos fins, parce qu'on était deux. Et parce qu'en fait, on se complétait. Encore une fois, je pense que on nous l'a dit assez souvent. On a eu nos petites erreurs. Ni toi ni moi, on savait super présenter, enfin, Le- super pitcher. On n'était pas des super pitchers. C'est ça. On était des. Comment ils appelaient ça? Euh, des gens qui. Comment dire si. Ah. Je cherche le mot. Je Des cherche le mot. opérateurs, Non, non? c'était au-delà de ça, c'était des exécutants. Ouais, des Voilà. On nous exécutants. disait toujours, ouais, vous êtes des super exécutants, mais alors vous présentez le projet, on ne mettrait pas 1 euro. Mais ça, c'était au début, quoi. Ouais. Et on a dû travailler là-dessus, comme quoi tout le monde peut s'adapter. Et aujourd'hui, ben, forcément, on accompagne les gens dans le secteur automobile, et plus précisément dans le convoyage automobile. D'où l'importance de rejoindre Roadmastery Academy, hein, qui est le numéro un de la formation sur le convoyage automobile et au-delà, puisque les personnes qui veulent commencer dans le convoyage, mais aussi scaler, comme on dit, et monter en puissance, on est aujourd'hui les mieux placés pour pouvoir les accompagner. Bah oui, pour te compléter là-dessus, pourquoi aussi? Ben, c'est justement en allant chercher des clients, en faisant les erreurs sur le terrain, en faisant des erreurs avec les chauffeurs, des processus à faire évoluer avec des acteurs qui sont en constant changement. On a appris tout ça pour être capable justement de savoir comment le secteur automobile fonctionne, notamment en termes de livraison de véhicules, quelles sont les tendances à venir et aussi quels sont les process de base à respecter pour faire les choses bien partout, même si chacun a ses particularités, et c'est ça la complexité en fait du secteur d'activité du convoyage, c'est que la base elle est simple, comme d'habitude, c'est prendre un véhicule, conduire du point A au point B et c'est fini, sauf que autour de ça sont venus un ensemble de documents administratifs qui sont greffés, de parties prenantes de plus en plus complexes et multiples avec le vendeur, l'intermédiaire de l'intermédiaire, le parc, enfin voilà, la personne qui réceptionne le véhicule, mais c'est pas elle qui l'a acheté, c'est il a un gestionnaire de flotte qui lui-même est passé par un responsable d'achat. Et il faut mettre tout ça en musique entre guillemets et arriver à se dépatouiller. Et nous, à force de temps et de volonté aussi, il faut le dire, on a réussi à appréhender tout ce secteur, quoi. Bah, super, je crois qu'on a fait le tour du sujet. C'était assez sympa en fait de voir notre parcours individuel et notre parcours commun pour le coup. Et ben, je te passe la parole en tout cas pour la suite. Je suis d'accord avec toi, on a fait le tour. Donc là maintenant, on va continuer à parler de différents sujets du convoyage dans nos prochains podcasts, tout simplement. Donc je vous invite à nous suivre, partager le contenu et surtout commenter si vous avez des sujets particuliers à évoquer.